Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT professionnel et donc l'utilisation de ChatGPT qui deviendrait payante. C'est juste après ça. Alors les amis, aujourd'hui au niveau du programme, je vous partage mon écran. On va commencer du coup avec une nouvelle qui fait un petit peu rebondissement. Alors c'est vrai que je me souviens que c'était Bastille qu'on a accueilli en stream et en interview qui nous avait dit vous inquiétez pas, tôt ou tard, ce type de technologie IA, etc., qui demande beaucoup de puissance de calcul risque de passer payant et ça risque de coûter très cher. Il semblerait que sa prédiction commence un petit peu à arriver et ChatGPT, donc OpenAI qui est derrière, qui a lancé une formule payante professionnelle et qui disons sonde les utilisateurs pour savoir comment est-ce que ça va se passer au niveau des prix, donc on regardera ça ensemble. Ensuite on a une actualité du blog du modérateur et Apple qui lance un service gratuit qui vient concurrencer Google My Business que vous connaissez peut-être, qui aujourd'hui s'appelle Google Business Profile. Vous savez, c'est les espèces de petites cartes virtuelles, les cartes de visite virtuelles en fait quand vous êtes sur un plan et que vous avez les informations d'une entreprise. Donc eux ils lancent leur propre service, on regardera ça ensemble. Ensuite ça va être le moment un petit peu où JP va nous détailler, donc comme je vous le disais en préambule, le State of JS donc, qui est sorti. State of JS, c'est on va dire une espèce de cartographie, voilà, c'est beaucoup je dirais de data en fait. On essaye de voir un petit peu comment le marché de JavaScript se porte, quelles sont les utilisations voilà, démographiques, quels sont je dirais les frameworks les plus utilisés, etc. etc. On continuera avec un article du siècle du digital et une très très grosse annonce de mon point de vue. Amazon qui va étendre son programme Buy with Prime au site internet, c'est-à-dire que désormais vous pourrez sur n'importe quel site acheter avec Prime, et donc Amazon qui va se vouloir de plus en plus transporteur, on va dire. C'est vraiment, moi je trouve ça, je pense que ça va vraiment faire du bruit. Et puis ensuite on terminera avec un article du blog des modérateurs et des changements à venir sur la page d'accueil d'Instagram, donc on regardera ça ensemble et puis on fera un petit tour aussi voilà, sur un lien que je vous expliquerai mais qui sera plutôt rapide sur les awards, donc voilà, je vous expliquerai ça en temps voulu. JP, je commence avec le petit article et puis on te retrouve juste après, si ça te va. Allez, à tout de suite. Donc je bascule. Oh là là, est-ce que j'ai ma... Yes, c'est bon, voilà. Donc on commence du coup avec la première actualité les amis, ChatGPT professionnel. Donc c'est un article de commentsamarche.net qui annonce ça. Alors je l'ai vu sur plein d'autres, je crois que Siècle Digital l'avait aussi annoncé. Donc ChatGPT, je pense que voilà, tout le monde connaît aujourd'hui, grosse intelligence artificielle qui est sortie il y a quelques temps, qui fait beaucoup parler d'elle, sauf que jusqu'à présent c'était une utilisation 100% gratuite, et il s'avère que tout ça commence un petit peu à être remis en cause, puisque ben voilà, il faut nécessairement, quand vous utilisez une intelligence artificielle, de la puissance de calcul, il faut faire tourner des machines et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, je commence l'article. ChatGPT, l'incroyable IA conversationnelle, séduit de plus en plus d'internautes. Pour couvrir ses importants frais d'exploitation, OpenAI, qui est donc la société en fait qui a créé et qui exploite cette technologie, envisage de recourir à un abonnement payant baptisé ChatGPT Professionnel qui offrirait de meilleures performances. Donc, ce que dit l'article, c'est que OpenAI, l'entreprise qui a développé l'IA, a besoin de trouver des fonds nécessaires à son développement, surtout que les coûts de calcul sont exorbitants. Elle peut heureusement compter sur le soutien financier de Microsoft qui est très intéressé par cette technologie et vient d'investir 10 milliards de dollars. C'est pourquoi elle a annoncé sur son serveur officiel Discord son intention de monétiser ChatGPT pour assurer la viabilité, je cite donc, assurer la viabilité à long terme de l'outil. Fin de citation. Le moment est donc venu de penser à une stratégie sur le long terme. Elle ne compte pas adopter pour le moment de modèle publicitaire. Donc ça c'est un peu ce qui a été dit et redit dans pas mal de, je dirais, voilà, d'articles que j'ai vus, c'est-à-dire que grosso modo, ils essayent au plus de penser long terme, parce qu'ils savent très bien que là, c'est peut-être une révolution qui est en marche, et il faut avoir absolument un modèle économique viable, parce que autant la technologie peut être là, mais on ne peut pas avoir un investissement comme ça à fond perdu. Donc voilà, c'est un peu disons, l'enjeu actuel. Et éviter à tout
à tout prix le côté publicitaire qui serait peut-être trop parasite, on va dire, pour l'utilisation de ce service. Alors, je continue du coup. D'après les premières informations fournies par OpenAI, la future offre payante se nommerait ChatGPT Professional, mais son nom pourrait évoluer d'ici sa sortie. Les abonnés pourraient accéder à l'IA sans aucune interruption quand ils veulent et auraient donc la priorité sur les autres utilisateurs. Donc voilà, il y aurait une notion de priorité entre ceux qui payent et ceux qui ne payent pas, étant donné qu'avec l'explosion des requêtes, il est régulièrement impossible d'y accéder. Les réponses seraient aussi plus rapides et la limite des requêtes serait repoussée avec au moins 2 fois la limite quotidienne que pour la solution gratuite. Donc grosso modo, solution gratuite, il commencerait à, on va dire, à limiter le nombre de requêtes. Si vous payez, vous avez au moins 2 fois cette limite, voire le plus qu'ils peuvent vous donner, on va dire. Mais bon, c'est pas encore, j'ai l'impression, complètement défini. Plus cette notion du coup de priorité, on va dire, par rapport aux autres. Voilà. Greg Brockman, l'un des cofondateurs d'OpenAI, promet sur Twitter des performances plus élevées pour les clients de ChatGPT Professional. Ainsi, l'abonnement payant n'offrirait pour le moment tout au moins pas de nouvelles fonctions, mais un plus grand confort. Voilà, donc forcément pourquoi les professionnels? Parce que y a beaucoup de services en fait qui vont découler de cette utilisation. Microsoft en premier, qui envisage de l'utiliser pour son moteur de recherche Bing, qui pense aussi l'utiliser pour sa suite Office. Voilà, donc il y aura forcément des grosses entreprises qui l'exploiteront. Donc dans le cadre d'un modèle économique, ça leur paraît plus logique, on va dire, de donner priorité à ces gens-là qui, eux, auront l'argent pour pouvoir payer ce type de service. Cette idée d'offre payante n'en est pour le moment qu'à ses prémices et la startup n'a pas encore bien défini ses contours. C'est pourquoi elle réclame l'avis des utilisateurs à l'aide d'un questionnaire Google Doc. Elle n'a pour l'instant aucune idée d'à quoi va ressembler la grille tarifaire. C'est pourquoi elle pose des questions comme: à quel prix par mois considérez-vous que ChatGPT est si cher que vous n'envisageriez pas de l'acheter? À quel prix considérez-vous que le prix de ChatGPT est si bas que vous aurez l'impression que la qualité ne peut pas être au rendez-vous? Ou encore une échelle allant de 1 à 5, à quel point seriez-vous contrarié si vous ne pouviez pas plus utiliser ChatGPT? Les utilisateurs ont également la possibilité de s'inscrire sur une liste d'attente afin de pouvoir tester en priorité lorsque la version bêta sera lancée. Si vous êtes sélectionné, nous vous contacterons pour mettre en place un processus de paiement et un pilote, explique OpenAI. Notons que les fonctions incluses peuvent encore évoluer et qu'il faudra être patient pour que ChatGPT Professional soit disponible pour tous. Voilà, donc moi ce que j'en vois, je sais pas ce que t'en penses toi JP, mais ce que j'en vois moi dans cette annonce déjà, c'est qu'on commence petit à petit à aller vers un modèle payant j'allais dire, on sent un petit peu la quenelle arriver, quoi. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'au début tout était gratuit, tout était beau. Ils ont pu se servir, on va dire, de toutes les données, tout ce qui a été fait et utilisé gratuitement par les utilisateurs. Là, je pense qu'ils sont en place. Je pense aussi qu'ils ont les données qu'ils veulent. Et je pense surtout qu'ils ont besoin d'argent maintenant. Donc voilà, ça risque de bousculer pas mal les plans de certains, quoi. Ouais, ça leur a permis aussi de tester aussi, Ouais. notamment les réponses, de la véracité des réponses ou en tout cas de la pertinence. Ouais. Est-ce que tu peux approcher juste un poil ton micro? Je suis désolé, Ouais. JP. Voilà, Pas de pour qu'on souci. t'entende bien et tourne-le bien vers toi, comme ça on entendra un peu Est-ce mieux. que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux, voilà, parfait. Ouais, non, j'ai d'idées. Là, on a vu même sur Twitter ou plein de choses, plein de gens qui ont testé et partagé les différentes réponses de ChatGPT. Ouais. Et donc, ils ont pu tester leur pertinence de réponse. Et c'est intelligent de leur part parce que ça permet de faire connaître l'outil et on voit que ça a explosé, quoi. Et mais après, j'ai vu que le ChatGPT s'est amélioré au fur et à mesure parce qu'il y a des questions qui ont été reposées quelques jours après et ChatGPT a su mieux répondre. Ouais. Alors ça, c'était une question que je me posais, ouais, justement, si en gros il y avait une notion de est-ce que l'algo évolue en fonction de la data ou pas? Est-ce que c'est un modèle déjà prédéfini et déterministe ou est-ce qu'il y a vraiment une notion d'évolutivité? Ça, j'avoue que je sais pas trop, mais visiblement, enfin, de ce que tu dis, c'est ça en fait. L'idée, c'est que ça va en fonction de l'entraînement de l'IA s'améliorer de plus en plus. Après, je sais pas exactement comment ça marche derrière, hein, mais Ouais. on pouvait indiquer en tout cas, là hier j'ai voulu tester, ils ont coupé. Ouais. Enfin, en tout cas, je ne pouvais plus me connecter dessus.
parce qu'il y avait trop de monde, a priori. Mais on pouvait valider ou non la réponse de ChatGPT. Donc, il lui indiquer si on était content de sa réponse ou pas. D'accord. On a Bob dans le chat qui nous met au moins ils le font pas non plus de manière trop sale entre guillemets. Ils en parlent à leur commu, leur demandent leur avis. Franchement, de la part d'une entreprise qui a fait le sujet hype du moment, je trouve ça cool. Alors oui et non, c'est-à-dire que effectivement, c'est plutôt une bonne démarche en soi. Après. J'avais une idée en tête qui m'a échappé. Je me dis que de toute façon à terme, est-ce que c'est pas aussi un côté pour éviter, on va dire, d'être trop violent. Faut quand même rappeler que derrière il y a Microsoft qui a posé 10 milliards, donc autant ils vont tenir compte de l'avis des utilisateurs, probablement, voilà, ils vont faire ça au moins pour la forme. Est-ce que véritablement à terme ils vont en tenir compte? Je pense que ça va être un jeu de politique, hein. Je pense que ça va être de la diplomatie, mais j'ai peur que ce soit un peu de la poudre aux yeux, quoi, parce qu'il y a quand même des vrais enjeux financiers. Bienvenue Baby54, merci beaucoup de nous suivre, bienvenue dans la communauté. Sachez qu'on est bientôt 400 les amis, peut-être qu'on passera à la barre des 400 aujourd'hui, je ne sais pas, avec toi JP, ça pourrait être super, on est 380 et quelques. On est passé à la barre des 300 avec Graphic Art, non? On était 300 pile poil au moment où on a démarré. Pile poil on a démarré et on a pris 80 abonnés sur cette interview fabuleuse. Et voilà, donc non, bientôt les 400 les amis. Voilà, donc moi je m'interroge, ce que je vois c'est que l'IA est un super outil, qu'on essaye de plus en plus de la mettre en place dans plein d'outils qui vont nous assister, donc ça c'est sûr que c'est cool. Maintenant, à quel prix? Moi c'est ce qui me fait un petit peu craindre et j'ai peur que en gros il y ait une position dominante, on va dire, des gens qui arriveront en fait à se payer ce type de service et aux dépens du commun des mortels qui lui ou elle ne pourra pas utiliser ce genre de choses. Et c'est bien dommage parce que, si c'est le cas, ce serait bien dommage parce que tu vois, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises, des plugins Figma qui ont été développés, des choses comme ça. Et bon, je pense que ça pourrait être utile, quoi. Après, à voir comment ChatGPT il évoluera, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu testé avec le code et tout, et c'est plutôt du code, on va pas dire vieux, mais qui date un peu dans les exemples. Ouais. Donc, à voir s'il arrive à suivre la tendance du code actuel, mais ouais. Bon, après, c'est compliqué pour tout le monde, même pour nous, de suivre ce qui est fait aujourd'hui. Et quand on lui pose des questions un peu plus récentes, sur des technos récentes, c'est un peu plus compliqué pour lui de répondre, quoi. Ouais. En plus, alors, je pense à un truc, justement, quand j'étais sur le stream de l'ami Shunred, il parlait justement, je sais pas si tu avais entendu, toi, JP, mais qu'il y a l'arrivée potentielle de GPT-4, puisque, en fait, ChatGPT et toutes ces technologies sont basées sur une techno, donc GPT, qui actuellement est en version 3. Et qui passera en version 4. Et donc là, je sais pas si tu sais, mais en termes de data qui sont ingurgitées, c'est genre énorme la différence. Je crois que là, je viens de retrouver justement, je peux te montrer ça, un petit diagramme, et je crois que c'était à peu près de cet ordre-là. Si je me trompe pas, il faudrait que je vérifie, mais tu vois, c'était ça l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, il t'explique que GPT-3, il y a 175 milliards, j'imagine. Alors, je sais pas en quoi est-ce que c'est, mais c'est plus pour vous donner une ordre de grandeur. Là actuellement c'est la data qui est ingurgitée et dont tient compte GPT-3, et là c'est la data qu'ils vont ingurgiter une fois qu'ils vont passer en version 4, ce qui est genre énorme. En termes de données, ça va être décuplé, et voilà, c'est ce qu'expliquait un petit peu Sean quand j'étais en train d'écouter. Je peux pas vous assurer cette info à 100%, mais en gros c'est ce qu'il était en train d'expliquer, et c'était vraiment de cet ordre là ce qu'il montrait comme type de schéma. Donc voilà, il y a aussi cette arrivée de GPT-4 qui risque d'être massive et de aussi faire beaucoup parler. Donc forcément le modèle payant, faut le faire passer très rapidement, quoi, s'ils veulent l'intégrer, quoi. Ok. On va voir en parallèle avec Copilot aussi, Oui. qui est devenu payant. Ouais, parce que toi, de ton expérience de développeur, tu t'en sers toi au quotidien? Est-ce que tu as testé des outils peut-être basés là-dessus, ou c'est quoi ton... Non, j'ai eu le chat GPT pour voir ce que c'était. J'ai fait écrire quelques paragraphes, quelques codes. Voilà, que je voulais rechercher à la place de Google pour voir ce qu'il me disait. Et voilà, quand même, il était assez bon sur des choses simples, ou même pour convertir des données, il arrive à comprendre et à ressortir, quoi.
Et, la donnée telle que je le souhaite. Et tu parlais de GitHub Copilot, tu l'as testé ça? Donc pour rappel, Copilot, c'est un espèce d'assistant, on va dire, basé sur une IA qui aiderait les développeurs enfin qui suggérerait en fait du code quand vous êtes en train de développer. Est-ce que ça, tu l'as testé toi déjà ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout? Ok. Mais Non, ça serait j'en ai pas eu intéressant. besoin. Du coup, j'ai pas testé, mais peut-être parce que je connais pas, enfin, je l'ai pas utilisé, que j'ai pas ressenti le besoin de l'utiliser. Non, non, bien sûr, Peut-être non, ceux qui l'ont c'était... déjà utilisé, ils ont trouvé ça plus facile à développer, enfin, une vraie assistante peut-être qu'ils ont trouvé, mais Ouais. bon, je l'ai pas testé pour savoir. Ok, non, non, t'inquiète, question tout à fait innocente. Allez, on enchaîne avec la suite, un article suivant du blog du modérateur que je vais vous lire du coup, sur l'apparition d'un nouveau service chez Apple. Apple qui introduirait donc un service gratuit qui s'appelle donc Apple Business Connect. Voilà, parce que entre tout, je vous avoue qu'on peut se mélanger. Donc il y a le Google Business Profile, ça c'est la version de Google. Et là, ça serait le Apple Business Connect. Alors, je vous rappelle, avant de lire l'article, n'hésitez pas si vous voulez réagir, à poser vos questions, à mettre vos réactions dans le chat, bien sûr. Et on y répond au fur et à mesure. C'est un stream, donc le but, c'est qu'il y ait de l'échange, il n'y a pas de souci. Donc, grosso modo, je pense que vous connaissez à peu près Google My Business peut-être. Google My Business, l'idée c'est comment dirais-je, c'est un service qui a été propulsé par Google et qui permettrait, qui permet en fait quand vous êtes un établissement de renseigner toutes les infos. Je vous prends le cas, je sais pas, vous êtes une pâtisserie-boulangerie par exemple, vous avez la possibilité de... attendez, Google My Business, je vais montrer ça rapidos. Voilà, fiche d'établissement. Est-ce que je peux montrer ça? Yes. Est-ce qu'il y a l'interface ou pas? Je sais pas. Bon, grosso modo, vous avez une application en fait quand vous êtes, propriétaire d'un établissement et vous pouvez renseigner toutes les informations qui ressortiront ensuite en fait sur Google Maps et puis sur tous les services de Google. Là, du coup, ce qui va se passer, c'est que Apple va lancer, enfin a déjà lancé d'ailleurs, c'est déjà accessible, un concurrent pour notamment son application Plan, mais toutes ces applications dédiées à iOS. Donc je vous lis ça rapidement. Google lance un service gratuit comme Google Business Profile, ce qu'il faut savoir. Donc Apple vient de dévoiler Apple Business Connect, un outil gratuit à destination des entreprises qui souhaitent améliorer leur présence en ligne. Cela permettra notamment à Apple de rattraper son retard face au leader bien connu de ce domaine, Google Business Profile, anciennement appelé Google My Business. Donc concrètement, c'est quoi? Plus concrètement, Apple Business Connect est un outil gratuit qui permet aux entreprises de toute taille de revendiquer leur carte de localisation et de personnaliser la façon dont les informations clés apparaissent à plus d'1 milliard d'utilisateurs Apple à travers Apple Maps, plan en français, et également d'autres applis comme Messages, Wallet, Siri et bien d'autres applications. Donc, grâce à ce service, les entreprises pourront facilement gérer leurs informations clés dans une carte de visite de l'application Plan. Donc, par exemple, ils pourront ajouter des photos de leur entreprise et de leurs produits, mettre à jour leur logo, mettre à jour leurs horaires d'ouverture, mettre en avant ce qu'ils appellent des call to action, c'est-à-dire des espèces de boutons en fait pour vous appeler à cliquer dessus avec des fonctions derrière. Accéder à des insights sur les recherches des internautes, c'est-à-dire des insights, ça va être des données en fait qui remonteraient, on va dire, des internautes. Ainsi, Apple améliore son service auprès des entreprises pour leur permettre d'afficher en temps réel les informations clés qui comptent pour leur business. Et donc là, on a comme ça un petit aperçu en fait de la tête que ça va avoir. C'est vraiment très proche. En termes de données en tant que telles, je pense que c'est très proche de ce que fait Google My Business. Mais en termes d'interface, ils vont proposer certainement des choses un petit peu différentes. On voit qu'il y a une vue comme ça, un petit peu 3D perspective qui est présente. Je ne sais pas où est-ce que ça en est. Je pense que sur Google, on doit aussi avoir cette vue 3D. Mais on va dire qu'hormis l'interface et quelques différences d'ergonomie, ça va être, je pense, assez proche de ce que propose Google My Business, qui s'appelle maintenant Google Business Profile. J'arrive jamais à retenir ce nom parce que pour moi, c'est toujours Google My Business. Autre nouveauté à venir, donc ça c'est aussi quelque chose qui va venir avec.
ce qu'ils appellent les showcases, donc les vitrines en français, pour les offres spéciales. Donc Apple a présenté également une nouvelle fonctionnalité qu'ils appellent les vitrines, avec le nom officiel Showcase. Donc en gros, sur leur profil, les entreprises peuvent mettre en avant des offres spéciales comme des menus saisonniers, des remises sur des produits. Imaginons, vous êtes une boutique de vêtements, vous pouvez très bien mettre en avant pendant les soldes une offre promotionnelle. Voilà. Elles peuvent aussi ajouter ces informations en passant par l'interface du service Apple Business Connect. Concernant le déploiement de cette nouveauté, Apple indique que les vitrines sont disponibles pour les entreprises aux États-Unis à partir d'aujourd'hui et seront disponibles pour les entreprises du monde entier dans les mois à venir. Fin de citation. Donc voilà. Voilà un peu pour la présentation. Et donc si jamais vous voulez tester, ça se passe ici, c'est Apple Business Connect. Je vous link ça dans le chat. Voilà. Petite réaction peut-être JP. Est-ce que tu as déjà testé Google My Business? Est-ce que toi tu as des entreprises où tu as déjà testé de mettre à jour des fiches ou pas du tout? Il y en a plein, non. Moi j'ai géré celle de mes parents, donc je le sais. Moi j'ai géré celle de mes parents, tu sais, ils ont une boîte et du coup j'ai pu publier en fait en temps réel. Alors tu gères les avis, tu gères aussi tous les rageux qui viennent te mettre 2 étoiles parce que soi-disant le croque-monsieur était pas assez chaud ou un truc comme ça. Donc voilà, du coup tout est fait dans l'interface et il va falloir créer la même, je pense, côté Apple. Après, non, tout est très bien fait sur Google. Quand on cherche un restaurant, une pizzeria, ça s'affiche sur Google Maps. Ouais. On peut trouver d'hôtels réservés carrément dessus. Il t'affiche une fourchette de prix. Il y a déjà beaucoup de fonctionnalités. Ouais. Mais ça en plus... Ouais. Par rapport à Apple, je pense qu'ils pourront plus pousser la personnalisation pour être différents, mais aujourd'hui, je vois pas comment ils peuvent faire mieux. Enfin, en tout cas, je pense que c'est juste pour rattraper le retard. Mais Google a vraiment beaucoup d'avance, quoi. Ouais. Alors, je sais pas si en gros ils vont comment est-ce qu'ils vont réussir à se distinguer. Après, ils ont quand même l'avantage, on va dire, potentiellement, est-ce qu'ils vont pas essayer de donner des services supplémentaires je sais pas, par rapport à leurs ils ont quand même la même mise sur leurs utilisateurs Apple, tu vois, et on sait que ils sont relativement bons pour fermer leur système et faire en sorte de t'enfermer dans ton écosystème Apple. Donc est-ce que par exemple, tu vois, potentiellement il y aura des fonctionnalités qui ne marcheront que grâce à ces données-là. Je pense par exemple s'ils veulent proposer une navigation en réalité virtuelle, tu vois, souvent il y a des gens comme ça où tu peux utiliser une appli en AR et en fait tu es avec ton téléphone et tu peux comme ça voyager, ils te montrent les flèches, etc. Et donc potentiellement ils fermeront ça aux informations Google My Business, donc tu seras obligé de renseigner, on va dire, si jamais tu veux faire partie de l'aventure, quoi. Digital Bank qui dit donc Albin qui dit Google My Business est dispo sur Apple. C'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. Si, attends, que je réfléchisse parce que moi je crois que je l'ai. Attends, je vérifie ça en direct. Il me semble que ça y est, hein, parce que de toute façon jusqu'à présent t'avais pas d'autre alternative. Google My Business. Faut que j'aille voir sur l'App Store. Après, il y a sûrement un moyen qu'il fasse payer peut-être des notifications. Tu peux peut-être suivre des entreprises et avoir des notifications directement sur ton Apple, ou je pense qu'ils vont plus travailler sur ce genre de service peut-être. Non, je te confirme que non. Bon. Je te confirme que non, du coup, Albin, pardon pour la réaction d'Albin, il n'y a pas Google My Business sur l'App Store. Enfin, moi en tout cas, je le vois pas. Donc effectivement, ça peut-être que à tout moment, il bloque l'accès. Ben, c'est possible, c'est possible. De toute façon, maintenant que c'est en ligne, à mon avis... je voulais vous montrer ça rapidement, mais en fait c'est déjà en place, hein. Donc voilà, je vous partage le lien, je vous ai mis le lien dans le chat. Apple Business Connect, c'est déjà en place. Donc écoutez, je testerai, mais oui, comme tu dis, après JP, effectivement, je sais pas s'ils vont développer des services, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avance, hein. Google aujourd'hui est présent partout avec son service Waze notamment. Enfin Waze, je crois que c'est Google aussi derrière, il me semble, de mémoire. Non, je crois que c'est Google a racheté Waze. Mais à la base, c'est sous la coupe de Google aujourd'hui, je veux dire. Ouais. Ok. Donc ça veut dire que en termes de données,
Je Après, là, c'est compliqué à Apple. Je pense les grandes entreprises, ils ont 2-3 coups d'avance, quoi. Mmh. Ah oui, oui. Ils te montrent juste Google My Business, mais tu sais pas ce qu'ils vont faire dans 2-3 ans. Mais ils ont déjà planifié ce qu'ils allaient Ouais, bien sûr. faire avec les personnes, les entreprises qui vont s'inscrire dessus. Bien sûr. Et après, moi, ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est le côté où, en gros, ils vont l'intégrer à plein d'applis parce qu'on pense au plan, mais en réalité, tu vois, dans Message ou dans Wallet, ça peut être aussi intéressant. Typiquement, Message, tu vas envoyer une fiche, tu vas indiquer que tu es à tel endroit et poum, tu vas avoir une fiche qui va s'afficher, on va dire, si par exemple tu es dans un café ou ce genre de truc avec toutes les infos qui remontent. Enfin, tu as beaucoup, beaucoup d'utilisations détournées qu'on ne peut-être aujourd'hui qui ne peuvent pas être exploités à leur plein potentiel parce que peut-être qu'ils sont bloqués par l'API de Google, tout simplement. Et donc là, Apple, en ayant une donnée un peu plus enrichie, peut-être va créer une expérience un peu plus poussée. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est peut-être comme ça qu'ils vont réussir à l'intégrer un peu plus à leur écosystème parce qu'aujourd'hui, quand tu es dépendant en fait d'un concurrent direct, c'est quand même un peu compliqué, on va dire, d'aller au bout et de créer une expérience vraiment complète, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le Avec vois. Google My Business, tu peux discuter directement. Enfin, en tout cas, en tant qu'utilisateur, Mhm. tu peux envoyer un message. Ça dépend des entreprises. Ouais, Et tu as une fonctionnalité qui te permet d'envoyer un message comme sur Instagram à une société, quoi. C'est d'accord. activé. Tu peux discuter directement. Tu as une question. Tu n'es pas obligé de poser dans la question-réponse. Mhm. Souvent, tu écris un commentaire, il te répond. Et D'accord. là, tu peux discuter comme un message privé. Ça veut dire que tu peux aussi potentiellement avoir un genre de service client en fait directement intégré. C'est ça l'idée. Ouais. Mais c'est la personne. Moi, j'ai utilisé pour une pâtisserie. J'avais quelques questions pour savoir ce qu'il faisait. Ouais. Et j'ai écrit un message. Et il m'a répondu. Et je Instant. recevais dans Google Maps le message. Et on Trop cool. discutait comme un message privé. D'accord. Bah écoute, je savais pas. Je savais pas, mais voilà, en tout cas, moi je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'évolution et que l'expérience, on va dire, sur plan, sur message, sur tout ça, soit vachement, vachement enrichie si jamais effectivement ils se positionnent dessus. Comme tu le dis, c'est qu'ils ont probablement un plan derrière la tête et que potentiellement ils vont arriver à concurrencer un jour Google. On verra. Suite wait and see, on va dire. Je vous propose qu'on enchaîne sur l'actualité suivante, qui est une actualité du coup. Hello Sony, Sony Rouault, bienvenue à toi qui nous rejoint. Salut Sony, dites bonjour à Sony, tout le monde dans le chat. Bonjour Tony. Sony, je vous rappelle du coup que j'espère on va accueillir très très prochainement, c'est fort probable en tout cas, puisqu'il nous a répondu favorablement, donc c'est très très cool. Si c'est toujours bon pour toi, Sony, je vous rappelle, donc il est plutôt orienté, on va dire, design. Vous pouvez le suivre notamment sur... oups, voilà. Vous pouvez le suivre notamment sur Twitter. Il fait tous les jeudis un super thread qui s'appelle Le jeudi c'est gratuit, dans lequel de temps en temps je vais aussi puiser un petit peu des actus parce que c'est hyper hyper intéressant. Et voilà, avec le hashtag jeudi c'est gratuit, vous pourrez tout retrouver sur ces petits threads qui publient et qui sont fort intéressant. J'espère que tu vas bien Sony. Je pense qu'un de ces quatre, je te contacterai du coup pour organiser un petit peu notre interview si jamais ça t'intéresse. Toujours, comme ça on pourra faire ça tranquille. Les amis, je vous invite à passer avec moi dans l'article suivant et l'actualité suivante, qui est une actualité du coup qui va être propulsée par JP et donc le State of JS. On en parlait un petit peu en préambule. Du coup, est-ce que tu veux partager ton écran, JP, ou est-ce que on fait avec on va essayer ça. Vas-y, partage ton écran, du coup, je te mets en plein écran. Alors attends, est-ce qu'on est bon? Ah oui. Yes. Ouais, on est bon. C'est C'est juste que j'avais mis un retour parce que en tant que spectateur, je voyais pas vraiment ton écran. Enfin, je le vois en petit. Et je suis pas adepte de Twitch. T'inquiète, vas-y, Ah, let's go. Du coup, c'est pour ça que on voit en double. Donc, alors State of JS, il en existe d'autres. State of CSS aussi, et je crois ils vont monter State of GraphQL. Donc c'est un gros questionnaire qui tourne et voilà, les utilisateurs répondent aux différentes questions, au formulaire. Et avec ces données, on peut voir un peu les tendances du web. Ok. Donc, qu'on peut voir là déjà dans un premier graphe, c'est les personnes qui ont répondu, d'où ils proviennent. Donc on voit qu'il y a une grosse majorité des États-Unis. Et après, en Europe, on est à peu près équivalent, quoi. Ok. Voire même plus de personnes en Europe répondent. Ce qu'on peut voir, bon, après, majoritairement, les gens parlent anglais.
Leur âge, je trouve ça intéressant de voir qui répond au questionnaire. Mais après, c'est un questionnaire qui tourne souvent dans les réseaux sociaux et tout. Mhm. Donc, Parce que ça, potentiellement, ça peut orienter et influencer, on va dire, le résultat. Donc, c'est toujours à pondérer modulo, en fait, les gens qui ont répondu. C'est ça un peu l'idée, quoi. ouais, tout à fait. Ok. Là, bon, là, moi, c'est de 25 à 44 ans. Énormément de 20, on va dire de 20 à 44 qui répondent majoritairement. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout, je pense, l'année d'expérience. Donc, c'est des personnes qui ont déjà, voilà, qui ont du bagage, qui ont répondu. Ouais. C'est intéressant parce qu'ils ont quand même un recul, je pense, sur le développement, sur ce qu'ils ont fait. Ok. Et juste une stat un peu intéressante. Bon, là, on peut voir juste qu'il y a ceux qui font du dev, il y a juste 53% qui ont fait des études pour être développeurs. Enfin, en tout cas, dans le développement. Et qu'il y a un gros pourcentage quand même qui n'ont soit pas fait d'études ou qui ont fait plus une reconversion, je pense, ça doit être. Ceux qui ont fait des études, pas d'informatique, mais qui sont reconvertis dans l'informatique. D'accord. Donc, en fait, dans le monde du web, aujourd'hui, tu as énormément de personnes qui n'ont pas fait d'études d'informatique et qui viennent développer, quoi. Ouais, qui sont autodidactes, un peu ça rejoint finalement ce qu'on disait avec Graphicart du coup sur l'interview de jeudi, c'est-à-dire que à aujourd'hui, le métier de développeur ou développeuse web est un métier, l'un des métiers, on va dire, un peu techniques sur lequel tu peux potentiellement en fait t'intégrer sans nécessairement voilà, passer par des études, des écoles d'ingénieurs, des reconversions, enfin des programmes de reconversion professionnelle ou autre. Et tu peux comme ça, de façon un peu autodidacte, en fait, rentrer dans le game et puis te mettre à jour aussi au travers de ressources en ligne assez facilement, quoi. C'est ça l'idée. Ouais. Du coup, c'était quand même un domaine très accessible, je dirais. En tout cas, on peut y rentrer facilement grâce aux différents blogs, aux différents tutos qu'on peut trouver sur Internet. Ok. Bon, je vais passer pour le salaire. C'est pas trop grave, mais là, c'est aussi, je crois, avec Graphicast, vous avez parlé du sexe. Ouais. Enfin, le genre, en fait, de savoir est-ce que... Il y a Ouais. énormément Effectivement. d'hommes. Enfin, en tout cas, peu de filles qui représentent qui représentent le questionnaire. Là, c'est de quel ordre, du coup, seulement. actuellement? Je vois pas bien. Comment? C'est de quel ordre, là? C'est 78, c'est ça? 4%. Alors, il y a 4% qui ont dit qui était une femme. Ok. Et après, 70% d'hommes. Et après, il y a les non-binaires, ceux qui n'ont pas souhaité répondre et non listés. Ça fait quand même une majorité d'hommes, quoi, on va dire. Voilà, c'est juste pour dire. Quand même, c'est voilà, très. Ouais, il y a beaucoup d'hommes, malheureusement. Enfin, malheureusement, je trouve que c'est dommage. Ok. Donc voilà, c'est juste pour voir un peu qui a répondu à ce questionnaire. Ok. Donc après, je vais. Si on passe directement, donc alors l'idée aussi de Stage.js, en plus de toutes ces données démographiques, effectivement, c'est d'avoir aussi des données et des remontées sur l'utilisation des différents frameworks. C'est ça aussi qui nous intéresse pas mal. Donc, qu'est-ce qu'il en est du coup? Ok, j'ai oublié de dire, il y a quasiment 40 000 personnes qui ont répondu au questionnaire. Ah oui, d'accord. C'est quand même une bonne... Voilà, c'est quand même conséquent. Ouais, c'est assez représentatif, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là? C'est le rendering framework. Donc, en fait, ils ont distingué les outils qui permettent d'aider à déployer les sites, à créer et à déployer les sites, et des front-end framework qu'on viendra un peu plus tard, type React, Angular, Vue. Mais là, déjà, ce qu'on peut voir sur le rendering framework, c'est la rétention. Alors, sur chaque graphique, il y a la rétention, l'intérêt, l'usage et l'awareness. Donc, la rétention, c'est des personnes qui ont déjà utilisé l'outil et qui vont souhaiter le réutiliser. Ok. L'intérêt, c'est ceux qui ne l'ont pas utilisé, mais qui souhaiteraient le tester. Ok. L'usage, c'est ceux qui l'utilisent, tout simplement. Et awareness, c'est ceux qui l'ont entendu. Okay. Voilà, mais qui n'ont pas forcément d'intérêt, mais qui l'ont entendu, tout simplement. Donc, ce qui est intéressant, c'est notamment la rétention. Donc, c'est souvent quand on utilise un outil, si ça ne nous plaît pas, on ne revient pas. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que Astro et Svelte, en tout cas,
sont très hauts au niveau du tableau avec Next.js. Donc je pense quand tu dépasses quand tu es dans les 90%, c'est que tu es content de ton outil. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Et après, au niveau du usage, bon, du coup, Astro SvelteKit, on voit qu'il y a un gros hype, mais que c'est pas encore vraiment utilisé par exemple en production, ou voilà, ça fait que depuis 2021. Donc, ça a commencé vraiment en 2020, mais que ça n'a pas vraiment encore pris, quoi. Alors que Next.js, ça fait pas mal d'années qu'ils sont sur le marché, et on voit que voilà, ils sont très 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 hauts, quoi. Enfin, quasiment 50% de personnes l'utilisent pour faire de la génération de sites statiques. Globalement, de toute façon, j'ai l'impression que Next, c'est une des, là, c'est une des plus grosses communautés actuellement qui est en place, j'ai l'impression, que ce soit en termes de nombre de personnes ou en termes après de documentation ou de tout ce qui est autour. J'ai la sensation que Next a un peu pris le lead. Est-ce que ça, tu peux le confirmer ou pas Ouais. spécialement? Là, on peut le voir, là, je vais revenir sur le graphique. Ouais. Par exemple, Gatsby, qui était très connu, après avec des facettes, mais en 2019, voilà, il était très apprécié, et on voit que les personnes ne veulent pas revenir sur Gatsby. 38%, on voit que avec les nouveaux outils qui sont apparus, Gatsby n'est plus très intéressant. En tout cas, aujourd'hui, à voir avec Gatsby V5, comment ça va se passer. S'il faut, ils vont remonter. Mais aujourd'hui, par rapport à l'état actuel, les personnes l'ont un peu abandonné. Ok. On peut passer sur le front-end. Donc là, c'est toujours la rétention. Donc il y a Solid, Svelte, Quick, voilà, c'est des langages qui sont Svelte un peu plus longtemps, mais il a vraiment changé depuis Svelte V3, il me semble. J'ai jamais testé, mais j'essaye de suivre quand même. Mais c'est en train de monter Svelte. Il y a beaucoup d'intérêt, voilà. On le voit là, c'est quelque chose qui monte au cours du temps et qui est, je pense, à suivre. T'as déjà fait des projets prod, toi, avec du Svelte ou pas forcément? Non, jamais. Mais j'ai même pas testé. J'ai pas écrit un code, mais ton paradigme est très différent de Vue ou React, ou qui utilise un Virtual DOM. En gros, Svelte utilise un compilateur et qui permet du coup de limiter les calculs dans le Virtual DOM. D'accord. Et d'être plus réactif et plus léger. Ok. Pour faire simple, mais. Ok. Et donc c'est pour ça que c'est beaucoup apprécié, et notamment les personnes qui cherchent de la performance, essayent de basculer sur Svelte. Ouais. Par rapport à un React Vue. Ok. Si on continue rapidement, peut-être, j'avais vu aussi qu'il y avait les rendering framework. Je sais pas si c'est du coup c'est une autre catégorie. Juste avant, on est passé juste avant. Oui, voilà. Ok. Et donc par rapport on va dire au framework front-end, est-ce que il y a une espèce de différence qui est notable entre les deux en fait, ou pas spécifiquement, parce que il y en a qui sont utilisés pour les deux finalement. Ouais. Alors, SvelteKit, il faut utiliser Svelte. Ouais. Next.js, c'est du React. Remix aussi. Nuxt, c'est du Vue. Elementy, je suis pas sûr, je crois qu'ils ont leur propre langage, mais je sais plus. Doxosaurus, je connais pas. Et Astro, la particularité d'Astro, c'est qu'on peut intégrer Svelte, React, Vue, n'importe quel langage quasiment de front-end, de framework. Du coup, voilà, Astro permet facilement, en fait, à beaucoup. J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes, notamment de Gatsby, qui avaient un site Gatsby, qui basculaient sur Astro. Et ça se fait facilement parce qu'on peut réutiliser les composants React dans Astro, quoi, par exemple. D'accord. Et Astro vient en fait déjà générer les pages, mais utilise de l'hydratation partielle pour permettre d'optimiser le temps de chargement. Ok. La notion d'hydratation partielle, c'est quoi? C'est l'idée de ne rendre, on va dire, que certains composants dans la page au lieu de tout rendre. C'est ça l'idée? Ouais, c'est ça. Okay. Donc l'idée, par exemple, de l'hydratation, c'est quand le navigateur, par exemple, sur un bouton, au lieu d'instancier directement la fonction sur le clic du bouton,
Donc d'habitude, il instancie de suite. Donc quand on clique sur le bouton, ça fonctionne. Derrière, il y a par exemple sur React et le on-click. Et derrière, on fait ce qu'on souhaite. Ok. Et là, sur un Astro ou Quick aussi, qui fait pas d'hydratation du coup, Ouais. mais qui font de l'hydratation à la demande, entre guillemets, ils vont venir charger, en fait, récupérer le code derrière le clic au moment où la personne va l'utiliser. C'est Ok. comme du lazy loading. Ok. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir un chargement plus rapide parce que la première page qui va être rendue sera, entre guillemets, sans JavaScript, ou en tout cas avec beaucoup moins de code JavaScript. Ok. Ok, bah, super intéressant. Alors, si tu as quelques autres petites choses à dire, peut-être les dire rapidement parce que je vois que le temps passe vite et sinon on va conclure là-dessus et enchaîner sur les articles suivants. Je sais pas si tu avais d'autres choses à dire. Après là, je voulais juste montrer l'usage. Bon, React 100%, Angular est en train de baisser. Donc, c'est pas quelque chose qui est dans la hype, en tout cas, qui est en train de tomber. Rapidement, Vite à suivre. C'est à suivre. En fait, c'est ce qui est en train de monter. Ça, c'est pour les compilateurs, c'est ça? Ouais. Pour tous les projets, on voit que Webpack est en train de chuter, de s'effondrer. Après, il y a une grosse hype autour de TurboPack qui a été annoncé par Vercel. WC qui est poussé aussi par Vercel, mais qui devrait être remplacé par TurboPack, si je ne me trompe pas. Voilà, après, j'ai d'opinions sur le JavaScript, mais on pourra en reparler dans le chat si ça vous intéresse. Okay. Mais voilà, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est plus ce qui est Svelte, je pense, qu'il faudrait suivre. Vite et TurboPack. Qui sont donc les technos un petit peu, on va dire, qui risquent d'être émergentes. Donc, Svelte est déjà émergente, Vite est déjà émergent, mais si on n'a pas encore basculé, il faudrait... je pense qu'il n'y a rien à perdre de regarder et de basculer, mais... dans les boilerplates, souvent, par exemple, Astro propose directement Vite en compilateur, par défaut. D'accord. Ok, bah écoute, merci JP pour ce petit tour. Je te laisse basculer du coup en plein écran et comme ça, on va pouvoir enchaîner sur les articles suivants du coup. Avant d'enchaîner sur les articles, j'aimerais rapidement vous faire un petit laïus sur ceux qui nous permettent aujourd'hui de créer en fait toute la création de contenu. Donc c'est l'agence PicBeam. PicBeam en fait qui est une agence orientée Jamstack et présente à Toulouse. Donc si vous avez des projets Jamstack, évidemment n'hésitez pas à les solliciter. C'est grâce à eux en fait aujourd'hui que toute la création de contenu autour de Déclic est possible. Donc on les remercie évidemment. N'hésitez pas bien sûr à les solliciter si vous avez des problèmes ou des problématiques, on va dire, de performance avec la techno Jamstack. Ils pourront vous aider. Donc merci beaucoup à eux. On enchaîne du coup avec l'article suivant qui est un article du siècle digital. Alors là, qui je pense va être quelque chose d'assez changeant. En tout cas, les règles du jeu vont être redéfinies, je pense. Donc je vais lire rapidement cet article. Il s'agit donc d'un article du siècle du digital. À partir du 31 janvier, tous les commerces en ligne américains qui le souhaitent pourront vendre leurs produits via Amazon Prime. Alors je ne sais pas si vous êtes tous et toutes utilisateurs, utilisatrices de Amazon Prime, mais sachez que Amazon Prime en tout cas va continuer à s'étendre. Merci beaucoup pour le follow, Zordizen qui nous rejoint, et bienvenue à Abdel aussi, j'ai vu qu'il nous avait rejoint tout à l'heure. Donc quelque chose d'assez énorme, puisque donc pour rappel, Amazon Prime, effectivement, pour celles et ceux qui peut-être ne connaîtraient pas, c'est une formule quand vous achetez sur Amazon pour avoir la livraison gratuite et surtout avoir une livraison du jour pour le lendemain. Enfin, en gros, ils promettent 24 heures, des fois c'est 48 heures, bref. Sauf que jusqu'à présent, il fallait passer par Amazon, pour bénéficier en fait de ce programme-là. Et ce qui va changer, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel site, visiblement, en tout cas c'est ce qui est annoncé dans cet article, c'est que n'importe quel site e-commerce pourra intégrer un bouton acheter avec Prime et donc
Prime qui assurerait cette livraison. Donc c'est quelque chose d'assez, je pense, qui va redéfinir un peu les règles du jeu, parce que déjà Amazon est ultra présent, mais là ils vont pouvoir encore plus se déployer, et donc ils joueraient un peu le rôle de transporteur et de logisticien, je sais pas si ça se dit, pour n'importe quel site en fait. Donc pour moi, je pense que ça va vraiment changer pas mal de choses. Donc je lis rapidement l'article. Amazon a annoncé que son programme Buy with Prime allait désormais s'étendre à tous les marchands souhaitant le rejoindre aux États-Unis, marquant son lancement officiel. De cette manière, le géant de l'e-commerce se mue encore davantage en transporteur pour les vendeurs tiers. Lancé en avril 2022, Buy with Prime était jusqu'alors uniquement disponible sur invitation avec une poignée de vendeurs utilisant Fulfillment by Amazon ou FBA. À partir du 31 janvier, tous les commerces basés aux États-Unis qui le souhaitent pourront le rejoindre. Ce programme permet aux commerçants participants d'utiliser le service d'Amazon Prime pour des produits mis en vente sur leur site, donc sur leur propre site à eux, et profiter du vaste réseau logistique du géant américain, mais également d'attirer les quelques 200 millions d'abonnés du service Prime. Ainsi, le site web concerné peut afficher le badge Prime à côté des articles pouvant bénéficier d'une livraison gratuite le jour même ou le lendemain. Alors, autre chose qui est hyper intéressant dans cet article, je vais aller un petit peu vite parce que je vois que le temps a pas mal avancé. Ce qui était dit, alors j'avais vu ça, donc bon, évidemment le programme Buy with Prime n'est pas gratuit pour les commerçants. Amazon précise que du coup le coût par unité dépend de plusieurs facteurs, notamment les dimensions et le poids du produit, le prix de vente moyen et le nombre d'unités par commande Buy with Prime. Autre chose que j'avais vu, c'est que en termes de data, donc ils vont pouvoir exploiter la donnée en fait qui va remonter de ces sites. J'avais vu ça, alors attendez, c'était dans quel, je crois que c'était dans ce paragraphe. Le média The Verge rapporte que la société collectera les données de tous les utilisateurs cliquant sur le bouton Buy with Prime, même si le site tiers ne le fait pas lui-même. Ces informations comportent les coordonnées du compte, les détails de la commande, ainsi que la fréquence à laquelle le bouton est utilisé et de quelle manière. Amazon recueille également des informations sur les vendeurs qui utilisent le bouton Buy with Prime, notamment leur description de produit, leur stock et leur prix. Voilà, donc c'est quand même, c'est pas rien, je pense que là, avec ça, Amazon fait un gros coup, et si effectivement il y a beaucoup de monde qui se met à utiliser ce service, je sais pas ce que tu en penses JP, mais je pense que ça va encore accroître, on va dire, le côté dominant d'Amazon qui déjà défonce tout, on va dire, en termes d'e-commerce, quoi. Ah, JP, je crois qu'on t'entend plus, t'as dû ouais, vas-y. T'as dû couper ton micro. Ouais, c'est bon. Ouais, vas-y. Non, je disais, ouais, dans la mainmise, et en vrai, ils ont fait quelque chose de propre en termes de livraison et même de service après-vente. Donc, après, c'est ça. Surtout, je pense que c'est le service après-vente qui est bien apprécié de Amazon, quoi. Ouais. On leur demande un souci, on n'a pas reçu le colis, et ils disent OK, ils font pas galérer 2-3 ans pour que tu abandonnes, quoi. Ouais, Il y a des fois, il y a des transporteurs où ils rejettent à la limite la faute sur toi pour. Là justement, voilà. tu vois, je sais pas comment ça va être géré. C'est une bonne question, ça. C'est de se dire comment est-ce que ça va être géré par contre pour le côté après-vente, parce que eux ils vont assurer la logistique, mais après à côté, si jamais tu as un souci, il faudra t'en référer au site. Donc je sais pas trop s'ils vont assurer le chemin inverse, faire le lien, jusqu'à quel point est-ce qu'ils font le service après-vente. Pour moi, ça va être géré côté site, hein, c'est ce qui me paraît très logique. Mais après, ouais. Il me semble qu'ils le font déjà. C'est-à-dire que là, j'avais acheté un produit là sur Amazon. Ouais. Et en fait, c'est Amazon qui va récupérer le produit à l'entreprise et qui me l'apporte, quoi. D'accord. Il gère déjà la logistique, mais il faut acheter sur Amazon. Ouais, d'accord. Et sur le marketplace. Ouais, parce que Et là, la différence, c'est qu'on peut acheter avec Amazon sur le site internet du commerçant. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis, moi je suis pas sûr après qu'ils vont gérer toute la partie après-vente, ou au moins peut-être à la limite la logistique pour repartir du client vers on va dire l'entrepôt de l'entreprise, mais comme ils n'auront pas accès, on va dire, à... Parce qu'en fait, l'achat, tu vas quand même le faire sur le site. Donc potentiellement, pour moi, toute l'état en fait de ta commande, etc., il sera fait côté site e-commerçant, quoi. Donc pour moi, ils vont assurer surtout le transport, je pense. Mais bon, je sais pas.
Je sais pas jusqu'à quel ça point. dépend du problème. C'est comme quand tu achètes un produit, je pense, chez Apple, Ouais. tu as un problème avec le Mac, c'est pas Amazon qui va te réparer le Mac. Ouais, bien sûr. Faut que tu ailles contacter le commerçant directement. Mm-mm. Mais sur le packaging, par exemple, sur la livraison, s'il est manquant ou il est défectueux, bah là, je pense que c'est de la responsabilité de Amazon qui gère la logistique. Donc, je pense que ça dépendra des cas. Yes. Ouais, bah moi c'est un peu ce que j'avais imaginé aussi. C'est ce que je pensais également. Ok, on enchaîne avec le dernier article rapidement, un article du blog du modérateur du coup qui nous informe qu'il y a de l'évolution côté Instagram au niveau de son interface et donc notamment l'onglet Shop qui va disparaître. Donc très rapidement, lancé en 2020, l'onglet Shop sur Instagram a vu le jour en même temps que les Reels. Cette fonctionnalité boutique a été créée pour inciter les utilisateurs à acheter directement sur la plateforme et par la même occasion découvrir les produits des marques et des créateurs présents sur Instagram. Mais dans le cadre de la nouvelle mise à jour d'Instagram, l'onglet Shop va disparaître à compter du mois de février en cause de la situation économique mondiale post-pandémique d'une part, qui a vu les commerces en ligne revenir à ces tendances antérieures, et d'autre part, une surestimation de la part de Meta, donc Meta qui gère Instagram, qui est donc le groupe qui gère Facebook également. Donc ils auraient surestimé le potentiel de croissance et l'augmentation anticipée des ventes en ligne. Donc voilà, en gros, on a une précision aussi sur le fait que malgré la suppression de cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront toujours acheter des produits depuis le feed, les stories, les reels et les publicités. Ça ne change pas. Mais grosso modo, il va y avoir une évolution à partir de, donc ils disent de février. Donc si vous regardez l'interface actuelle par rapport à celle-ci, en fait, il va y avoir un petit bouton plus qui va être rajouté ici, là où, alors attendez, je vais vous dire de façon actuelle. Actuellement, je crois que c'est Shop qui est justement présent ici, que je me trompe pas. Non, on a Reels, voilà. On a le bouton Reels qui est au milieu et qui va passer sur la droite, ok. Et donc ce qui était sur la droite c'était le bouton Shop, lui il va disparaître, et donc l'espace en fait qui est au milieu va être un raccourci pour créer directement. Donc si jamais vous voulez poster, ça va être un raccourci qui va être rajouté. Voilà, grosso modo, je vous résume vite fait cette actualité. Et ensuite, je voulais revenir sur une dernière chose. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, sachez qu'actuellement a été lancé le vote des awards. Donc, les awards, c'est un site qui répertorie, on va dire, et qui vote tous les jours pour le meilleur site créatif du jour. Donc voilà, c'est basé sur pas mal de critères assez variés que je vous invite à aller découvrir. Et donc tous les jours, il y a des gens qui postent en fait des sites créatifs, donc des sites voilà, avec une expérience assez riche, avec de l'animation, des choses comme ça. Et chaque année, ils récompensent en fait le meilleur site de l'année, plus également meilleure agence de l'année, meilleure indépendante de l'année. Et la francophonie et même la France en soi est hyper représentée sur ce type de site. Donc c'est vraiment... je vous invite à aller découvrir ça, parce que Cocorico, on est vraiment, on a un vrai savoir-faire en France, et de façon plus globale dans la francophonie, le Canada aussi est hyper représenté. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite actualité que je vais vous mettre dans le chat. Etidou qu'on rejoint, salut pour le studio de l'année. Etidou, je sais pas, toi tu as été, c'est dans quel studio toi que tu bosses, il me semble. Alors attends que je dise pas de conneries, on va regarder si, je crois qu'il fait partie le tien de studio Extra l'agence, exactement. Et Extra l'agence fait partie du coup des nominés, donc je regarde sur les Studio of the Year, Extra l'agence, il me semble qu'ils y sont, je les ai vus en tout cas. On a Immersive Garden aussi, studio français hyper cool que j'avais reçu sur ma chaîne Anto par le web. Extra, où est-ce que vous êtes? Coucou Nico, bienvenue à toi. Extra l'agence ici à Lyon, voilà, les Lyonnais qui sont aussi représentés. Donc très cool. On a aussi un studio toulousain qui est représenté, j'ai vu, parce que vous savez que nous, Déclic, on est de Toulouse. Et on a le studio PAM qui est présent, mais je crois que eux, c'est au niveau agence, si je me trompe pas. Désolé, j'espère qu'il n'y a pas des épileptiques dans le chat. Attendez, je dis pas de bêtises. Voilà, ils sont ici. Agence de l'année, studio PAM. Donc voilà, Toulouse aussi représenté. Toutes les villes y sont. Paris, Toulouse, Lyon. Je sais pas s'il y en a de Bordeaux. Bref, en tout cas, j'espère que certains d'entre eux remporteront le titre prestigieux. Mais bon, la concurrence est quand même
très 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 solide sur ce site.